Un homme se réveille en sursaut. Quelque chose vient de le piquer. Il regarde sa main. Quelque chose l'a bel et bien piqué. Il aperçoit déjà la trace rouge qui est en train de se former. Il essaie de trouver le responsable, mais il ne le voit nulle part. Il espère vraiment qu'il n'a pas de punaise de lit. C'est la dernière chose dont il a besoin en ce moment. Il va devoir garder les yeux ouverts pour repérer d'éventuels parasites. Il ne veut pas que cela se reproduise, car cela commence déjà à le démanger et à le gêner. Quelques jours plus tard, aucune trace d'autres insectes. Il s'agissait sans doute d'un insecte qui était entré dans sa maison pour échapper au froid de l'hiver. La piqûre sur sa main a été un peu douloureuse pendant 1 ou 2 jours, mais désormais, c'est du passé. Ce dont il a vraiment besoin à présent, c'est d'un café, avant de s'asseoir pour une nouvelle séance de codage. L'homme est dans sa cuisine et tente de se préparer du café, mais il a du mal. Tout ce qu'il réussit à faire, c'est créer du désordre. Il renverse sa tasse préférée sur le sol, la casse, et se dit qu'après tout, il n'a peut-être pas tant besoin de café. Quelques nuits plus tard, alors que l'homme regarde la télévision, il se met à tousser. Au début, juste un peu, puis de plus en plus. Les quintes de toux deviennent également plus longues et plus profondes, comme si elles émanaient du plus profond de ses poumons. Il espère qu'il ne couvre pas quelque chose. Il n'a pas quitté la maison depuis des jours. Alors comment cela serait-il possible? Les insectes transmettent-ils les rhumes? Il faudra qu'il se renseigne plus tard. Pour l'instant, il doit soigner cette toux. Il ne parviendra pas à dormir si elle continue. Il faut qu'il aille chercher des médicaments. L'homme se couvre bien et sort. Il neige légèrement alors qu'il se dirige vers la pharmacie. Et il ne peut s'empêcher d'admirer la lune dans le ciel. Un merveilleux spot lumineux en cette sombre soirée d'hiver. À la pharmacie, il trouve le rayon des médicaments contre le rhume et choisit un antitussif. Il va jusqu'au comptoir et décide d'acheter aussi quelques confiseries. Il est devenu très gourmand ces derniers jours. L'homme se remet à tousser. C'est une bonne chose qu'il prenne ce médicament. Plusieurs jours passent et l'homme ne se sent pas mieux. Cette toux ne disparaît pas. Il se décide enfin à aller voir un médecin. Assis dans la salle d'attente du cabinet médical, il fait de son mieux pour retenir sa toux. Mais il a beaucoup de mal. La femme de l'autre côté de la salle tousse aussi. Curieusement, cela le fait se sentir un peu mieux. Il doit y avoir quelque chose qui circule. Une infirmière entre dans la salle d'attente et prononce son nom. Le médecin est prêt à l'accueillir. L'homme est assis sur le lit, dans la salle d'examen, lorsque le médecin entre. Il consulte son dossier médical et ne lève même pas les yeux de son bloc-notes. Il demande à l'homme d'enlever sa chemise pour pouvoir l'examiner. L'homme s'exécute. « Bon, voyons quel est le problème », dit le médecin. Il lève enfin les yeux vers l'homme et se met à hurler. La Fondation SCP a très vite été informée de la transformation des membres de certains individus en appendices insectoïdes et a immédiatement su à quoi elle avait affaire. C'était une nouvelle épidémie du parasite qui transforme les membres, connu sous le nom de SCP-150. Le SCP-150 est un parasite ayant besoin d'un hôte afin de pouvoir survivre et se reproduire. Il ressemble au Simotoa exigua, un autre parasite qui mange la langue d'un certain type de poisson avant de la remplacer par son propre corps. Le SCP-150 a un comportement similaire, bien qu'il semble n'affecter que les humains. Lorsqu'un humain entre en contact avec le petit organisme ressemblant à un insecte, il se niche sous la peau de son nouvel hôte. Ensuite, pendant environ 7 jours, le SCP-150 s'enfonce profondément dans la chair de son hôte et commence à provoquer de nombreux changements physiologiques. Tout d'abord, et c'est le phénomène le plus remarquable, le SCP-150 commence par modifier progressivement le membre le plus proche du foyer d'infection initiale. Au fur et à mesure que le SCP-150 s'enfonce dans la chair, qu'il consomme au passage, il produit une substance qui a pour effet de remplacer les parties manquantes par une matière dure et chitineuse, semblable à l'un de ses propres appendices. Sous la chitine, la substance excrétée forme un système nerveux rudimentaire qui permet à l'hôte de contrôler le nouveau membre comme si c'était le sien. En se nourrissant, le SCP-150 sécrète également plusieurs substances chimiques contenant des propriétés anesthésiques, immunosuppressives et favorisant les transplantations, empêchant ainsi le corps de l'hôte de réagir au changement, voire de réagir tout court. En fait, l'hôte déclare souvent que son nouveau membre est tout à fait normal et qu'il se sent plus fort et plus résistant après la transformation. Le SCP-150 continuera à se nourrir pendant environ 1 à 2 semaines, et à mesure qu'il se nourrit des nutriments présents dans le corps de son hôte, il se reproduit en pondant des œufs qu'il dépose directement dans le sang. Bien que la majorité de ces œufs meurent, un nombre suffisant survit généralement et commence à coloniser d'autres parties du corps de l'hôte, où ils vont éclore et reproduire le processus d'alimentation, de reproduction et de propagation d'autres œufs.
On suppose qu'il est capable de se reproduire tout seul, ce qui signifie qu'un seul SCP-150 suffit pour créer une nouvelle colonie. Les personnes infectées par le SCP-150 indiquent parfois éprouver une légère gêne et des problèmes de motricité durant cette période, mais elles en ignorent généralement la cause. Enfin, les œufs du SCP-150 atteignent les poumons de l'hôte où le processus d'assimilation se poursuit, cette fois en remplaçant les poumons. Au cours de ce processus, d'autres œufs seront produits, pondus, puis se répandront hors du corps à travers la toux de l'hôte. Jusqu'à 10 000 œufs seront produits au cours de cette période, dont environ 1% survivra en étant expulsé, trouvera un autre hôte et s'implantera. Le processus d'assimilation se propage ensuite au système nerveux central, notamment à la moelle épinière et au cerveau. Mais curieusement, l'hôte ne montrera aucun signe indiquant que sa conscience ou son comportement ont été affectés de quelque manière que ce soit. Lors d'entretiens avec des hôtes du SCP-150, ceux qui ignoraient qu'ils étaient infectés n'ont fait part d'aucun changement à l'intérieur ou à l'extérieur de leur corps. Dès que les sujets sont conscients qu'ils ont été infectés, ils sont en mesure d'indiquer la zone de l'infection initiale et reconnaissent qu'un changement a eu lieu. Pour autant, ils ne montrent aucune mauvaise disposition envers leurs nouveaux membres chitineux et expriment même souvent des sentiments positifs à leur égard. Afin de mieux étudier les effets du SCP-150 sous la direction de la Fondation SCP, 2 membres du personnel de classe D, D13732 et D016002, ont été infectés par les parasites. Ainsi, le processus d'assimilation a pu se dérouler dans toutes ses phases. Lorsque les signes indiquant que D016002 souffrait d'un gonflement du cerveau ont été détectés, une craniotomie décompressive a été effectuée, une procédure au cours de laquelle une partie du crâne est retirée afin de réduire la pression dans le cerveau. Cette opération a également permis aux chercheurs de la Fondation d'observer de près les progrès réalisés par le SCP-150. Cependant, après avoir retiré un morceau de son crâne, les scientifiques présents n'ont pas constaté que son cerveau était enflé. En réalité, ils n'ont pas trouvé son cerveau, mais ont découvert de nombreux foyers de SCP-150 dans la cavité où le cerveau était censé se trouver. L'agent de classe D avait été légèrement anesthésié pour endormir son crâne, mais est demeuré conscient pendant l'opération, et les scientifiques lui ont posé plusieurs questions simples auxquelles l'agent a pu parfaitement répondre. Ensuite, ils ont commencé à retirer certains des parasites, et à mesure qu'ils le faisaient, ces réponses étaient moins rapides et de moins en moins claires. Il était clair que les SCP-150 n'avaient pas seulement mangé et remplacé son cerveau, ils étaient devenus son cerveau. Pour l'expérience suivante, ils ont utilisé des SCP-150 qui avaient été retirés du système nerveux de l'agent D13732, après qu'il a été euthanasié suite à la découverte que son système nerveux avait été entièrement remplacé par des SCP-150. Les parasites prélevés dans sa cavité cérébrale ont été placés dans celle de l'agent D016002, et les résultats ont été tout simplement incroyables. Après avoir observé une période pendant laquelle les organismes paraissaient se déplacer et se réarranger dans son crâne, l'agent a repris connaissance. Une fois réveillé, non seulement ses fonctions cognitives se sont immédiatement améliorées, mais quand on lui a demandé comment elle s'appelait, elle a répondu Michael, le prénom de l'agent D13732. On ignore pourquoi le SCP-150 se lance dans ce cycle de vie particulier, mais le danger qu'il représente pour les humains et la difficulté de le contenir ont conduit la Fondation SCP à le classer dans la catégorie Keter. Certains des chercheurs les plus érudits ont décidé de surnommer le parasite le bateau de Thésée, un jeu de mots sur la notion philosophique qui pose la question de savoir si une chose dont toutes les parties ont été remplacées est toujours fondamentalement la même, ou si au contraire, elle est devenue quelque chose de nouveau. Peut-être que l'observation des personnes infectées par le SCP-150 pourra apporter un éclairage sur cette question vieille de plusieurs millénaires. Les patients infectés faisant l'objet de recherches doivent être placés dans des cellules de confinement à risque biologique de niveau 3, avec un maximum d'un hôte infecté par cellule. Des cultures d'adultes et d'œufs de SCP-150 sont conservées dans des flacons en verre hermétiques sous vide dans le laboratoire chargé des matières infectieuses du site 42. Et les procédures standards de manipulation des agents pathogènes de la Fondation doivent être respectées en permanence. Si un échantillon de SCP-150 est découvert en dehors du périmètre de confinement, il doit être immédiatement incinéré. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob. Et n'oubliez pas de vous abonner, puisque nous explorons toujours plus loin les archives classifiées de la Fondation SCP.